Amis culturels, bonjour. Invité de Cultura, Donatien Munkassa, qui a publié aux éditions L'Harmattan Congo, Les terres de Vuka. La difficile marche vers la modernité, il faut dire, voilà, il est porté roman, mais il faut dire que c'est une somme de récits présentés par l'auteur et notre auteur, il faut dire, cet ouvrage est paru en décembre 2013. Bonjour Donatien Munkassa. Bonjour. Voilà. Alors, il faut dire que Donatien Munkassa, lorsque je lis votre présentation sur l'ouvrage, il est porté que vous êtes docteur Donatien Munkassa, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique. Vous êtes ancien praticien des hôpitaux publics de France et vous avez été chef. Il faut dire que, n'est-ce pas, cette présentation a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui nous disons professeur Munkassa. Oui, bien sûr, ça a beaucoup évolué. Depuis 5 ans, je suis devenu agrégé d'anatomie et pathologie, donc professeur du CAMES, en 2014, donc un an juste après l'apparition du livre. Et je ne suis plus chef de service à Mantes-la-Jolie, je suis maintenant directeur général à l'hôpital général Edith Ulissi Bongo Ondima de Doyo. Donatien Munkassa, je disais tout à l'heure que cet ouvrage, vous l'avez publié aux éditions L'Harmattan Congo et il a pour titre donc Les terres de Vuka, la difficile marche vers la modernité. C'est une somme de récits. Il faut dire que le narrateur nous présente, nous avons donc deux narrateurs en réalité, mais le principal c'est Théo, n'est-ce pas, qui est l'intellectuel et qui nous raconte finalement, qui nous relate toutes les histoires qu'il a collectées auprès de son père qui est Pamphile Millefaute. Certainement vous nous direz aussi quelque chose, n'est-ce pas, sur ces deux personnages. Alors, quelle source d'inspiration Donatien Munkassa? Le village Vuka, c'est un village situé sur la voie Comilog, la voie ferrée Comilog, qui est située à peu près à 280 km de Montbello, à peu près 500 km de Pointe-Noire. Et la ville de Vuka, c'est la ville de mes parents, c'est la ville où ma famille y est installée, mon défunt père. Alors, tout est parti du fait que j'avais un père, Philippe, qui ici porte le nom, le pseudonyme de Pamphile, mais c'était son sobriquet, c'était Millefaute. Nous, on était jeunes, on l'appelait Millefaute. Il aimait bien nous raconter plein d'histoires, et ces histoires, finalement, n'est tout autre que la restitution, à quelques mots près, à quelques histoires vraies que nous avons, que j'ai essayé de mettre dans cet opuscule. Voilà, c'est le Théo, l'intellectuel, n'est tout autre. Probablement, c'est peut-être un personnage qui peut me ressembler à quelques endroits, mais il s'agit d'un personnage fictif. Théophile, il est un peu prolixe, il veut tout savoir, et voilà. Mais il a Millefaute aussi, qui lui-même a envie de transmettre pas mal de choses. Dans cet environnement, les terres de Vuka, c'est toute une histoire. Vuka, en téké de cette zone-là, la zone de Mont-Saint-Jean, Komonobamama, vous voyez, Vuka, ça veut dire réunion, ça veut dire, même d'ailleurs, c'est le carrefour. C'est le carrefour des ethnies, c'est le carrefour des Nzebi, c'est le carrefour des Téké, des Kota, des Tsangui, c'est vraiment le carrefour. Effectivement, quand vous arrivez à Vuka, c'est un melting pot, ouais, c'est un village qui regroupe quasiment tout le monde. Voilà. Donc, oui, bien sûr, cette inspiration est partie de là, après mon séjour en Europe, pendant à peu près une vingtaine d'années, et quand j'y suis reparti, vous voyez, même au niveau de la page de couverture, vous avez cette espèce de bas-forêt, vous voyez, derrière, et puis il y a la plaque Vuka qui a tendance à disparaître. Donc, la difficile marche vers la modernité. Vuka, c'était un peu un petit centre, un carrefour à l'époque de Comilog, et puis voilà, c'était un peu très moderne d'ailleurs. La
là, vous venez de nous parler de cette idée, n'est-ce pas, de cette source d'inspiration, ce qui vous a conduit à nous commettre les terres de Vouka, la difficile marche vers la modernité. En tout cas, quand on lit cet ouvrage de Nassé Moukassa, il faut dire qu'il y a là vraiment ce conflit modernité et tradition qui traverse, il faut dire, toutes les pages, qui traverse tous les récits. Est-ce qu'on peut dire vraiment que le père Pamphile Millefautes a eu vraiment de la peine à transmettre tout finalement ce paquet ou dans cette somme de connaissances à son fils Théo, l'intellectuel? Non, parce qu'effectivement, comme c'est des récits, cela se traduit très facilement par la parole. Et donc, on voit très bien que, à travers ces récits, on veut faire passer le message cette difficulté, cette ambivalence entre la modernité et le traditionnel, on dit comme ça. Et à travers ces récits, ça montre tout simplement que, d'une part, Pamphile Millefautes veut transmettre les modèles traditionnels de son savoir. Mais il est confronté à un problème. C'est que Théo l'intellectuel n'a pas connu cela. Donc vous voyez, donc il y a une espèce d'opacité entre les deux discours. Okay, et là, la chute, on en parlera tout à l'heure. Mais toute la série, quand vous regardez, il y en a 16, je crois, hein, si j'ai ma mémoire encore bonne, parce que ça a été pour moi une sécrétion pendant un moment. Pendant tous les récits, ce sont des histoires racontées par le père, et le fils essaye d'intérioriser pour dire, est-ce qu'il m'arrive à un moment où je peux les adapter par rapport à la vie moderne? Donc oui, bien sûr, c'est ça le discours, c'est ça ce qu'on veut faire passer comme message. Cette espèce de collision, comme on dit, entre le traditionnel et le modernisme. Voilà. Mais ça, on le vit tous les jours dans nos terroirs, on le vit tous les jours dans les grandes villes, dans nos villes et tout, dans toute l'Afrique. D'ailleurs, la littérature négro-africaine, bon, c'est une terminologie désuète. Je m'en tiendrai simplement à la construction, disons, des personnages et surtout de leur nom même. Lorsqu'on prend le père qui est Pamphile Millefautes, qui à l'opposé, n'est-ce pas, et à l'opposé, on a Théo l'intellectuel. Il y a déjà problème, n'est-ce pas? Rien qu'au niveau des noms, Pamphile Millefautes, c'est vrai, qui est ancré dans cette tradition et qui estime que finalement sa société, son entourage, son univers est finalement vidé d'une jeunesse qui devait recevoir ces codes de transmission des connaissances, qui devait être finalement dépositaire également à leur tour de ces connaissances, ne prennent pas facilement le témoin. Et Théo qui est en face finalement de Pamphile Millefautes, et on dirait même que c'est quelqu'un qui n'est pas tout de suite ouvert parce que ancré totalement dans une modernité qui s'affiche visiblement et où on réalise que ce serait même quelque part un révolutionnaire. Ah ben de toute façon, Millefautes, c'est lui. Pourquoi on le dit Millefautes? Pour lui, il considère que tout ce qu'il est en train de dire, alors qu'il a un référentiel traditionnel, il a un savoir. Ce savoir-là, il est sacré. Pour lui, pour Pamphile le père. Mais d'ailleurs, par son pseudonyme de Millefautes. Le Millefautes, c'est par rapport à qui? Le Millefautes, c'est par rapport au référentiel du français. Il va utiliser le la à la place de le. Il va utiliser le le à la place de la, et on considère que c'est des fautes. Mais il est en train de transmettre les messages, même s'il utilise le français comme véhicule du savoir, avec ses mots. Théophile intellectuel, vous voyez, il se dit intellectuel. Donc il qualifie déjà le véhicule de son père comme étant des fautes. C'est là la collision. En fait, mais Pamphile, quand il est dans son univers, c'est ça la vérité. Pour Pamphile, il n'y a pas de faute. Pour Pamphile, tout est net. Voilà, tout à fait. Pour Pamphile, tout est net et vérité. Mais pour Théo l'intellectuel, tout est faux. Mais c'est faux, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est traditionnel? Est-ce que c'est parce que c'est un savoir traditionnel ou pas? Voyez-vous, donc, d'où cette dichotomie qu'on voit. Donc, le choix des pseudonymes des deux,
de Pamphile d'un côté et de Théo de l'autre n'est tout autre que la... Voilà. On dirait que c'est la lecture d'autrui, c'est le regard de l'autre en fait. C'est le regard de l'autre qui finalement qui estime que Pamphile est dans sa vérité et c'est l'intellectuel, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à s'accrocher à ses vérités et du coup l'autre devient intellectuel parce que totalement résistant à, voilà, à cette... Mais ça on le vit tous les jours, voyez-vous, c'est ce qu'on vit tous les jours dans nos sociétés africaines où on a tendance à le syndrome du rejet, pour parler médicalement, c'est-à-dire que nous, les intellectuels qui se disent intellectuels comme tels, l'intellectuel, c'est celui-là qui essaye de lire à travers les savoirs traditionnels le bon et le mauvais, le vrai, voyez-vous. Qui est ouvert, n'est-ce pas? Qui est ouvert, évidemment, à tout changement. Malheureusement, nous avons cette ambivalence qui est décrite à travers de ça, cette collision dont on faisait allusion à l'instant. Oui. Voilà. Alors maintenant, dans ces récits, puisque nous parlons finalement de cette collision, on a finalement, il faut dire, ces récits qui sont créés à un univers totalement mystique, à un univers totalement, il faut dire, spirituel, qui n'adhère pas totalement à l'univers spirituel de Théo. Et le père Pamphile se met à raconter un tas d'histoires qui, ma foi, ne traversent pas le mental de Théo. Bon, alors quel message à ce niveau? Est-ce une façon de dire? Parce que également on dirait, ben, l'auteur, c'est un grand scientifique, c'est un professeur. Est-ce que l'auteur lui-même croit déjà à ces récits, sinon au contenu de finalement à cette dimension mystico-religieuse. Et bon, alors, qu'est-ce qu'il y en a également? Là, c'est vrai qu'on est dans un univers totalement traditionnel. Ah ben totalement, parce que le terme qu'il faut ici, c'est l'hybridation des savoirs. L'hybridation des savoirs, c'est avoir ce savoir traditionnel qui a une richesse incontestable et la modernité actuelle, les savoirs scientifiques, les savoirs modernes, comme on a l'habitude de dire. Mais ce potentiel traditionnel, il a des valeurs. Il y a des valeurs qui nécessitent d'être comprises par l'intellectuel. Et non d'opposer une espèce d'opacité pour qu'il y ait comme ça deux civilisations qui s'opposent diamétralement. Je pense que d'ailleurs tous les grands littéraires, les grands philosophes africains aujourd'hui prônent sur l'hybridation des savoirs. Cette hybridation des savoirs, c'est à la fois un mélange de nos cultures, de nos richesses et de ces richesses scientifique, même si l'oralité a été l'une des faiblesses de nos civilisations, l'oralité. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'hybridation des savoirs, nous avons maintenant la possibilité d'écrire. Et puisque nous avons hérité de l'écrit, et puisque l'écrit est devenu pour nous dans nos gènes, en ce moment-là, nous devons progressivement faire disparaître l'oralité pour aller vers l'écrit, pour qu'effectivement nos savoirs traditionnels persistent, puisque dit-on, la parole s'envole, les écrits restent. Et donc, si nous pouvons, à travers l'écriture, à travers la plume, faire de telle sorte que nos savoirs traditionnels soient écrits et que les générations futures en bénéficient, je crois qu'on aurait gagné le pari de l'hybridation des savoirs. Les terres de Mvuka, la difficile marche vers la modernité, il faut dire, c'est un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan en 2013 et Donatien Mukasa en est l'auteur. Alors Donatien Mukasa, je vous passe tout de suite l'ouvrage et je vous invite à nous lire un extrait comme ça au passage, que vous allez prendre voilà, de façon hasardeuse ou peut-être quelque chose qui vous tient dans tous ces récits et vous nous aurez à livrer juste un commentaire à la fin. Alors je vais prendre... à la page 43, la disparition du collier de M. Leblanc. M. Leblanc était un exploitant forestier de national français. Il était installé dans la contrée depuis les années 50. Et tous les habitants de la contrée l'appelaient M. Leblanc. Il
faute de pouvoir prononcer correctement son nom hollandais ou belge. Il s'appelait Van den Put. Quand les habitants du village se trouvaient au Mbongi, le lieu des commérages, il y a les bons trains, les causettes autour de ce nom et faisaient marrer tout le monde. Alors, les plus hilars le décomposaient en Van Put, puis Put, qu'il traduisait en patois en se posant des questions sur l'origine des noms des étrangers, surtout d'origine occidentale. Il prononçait les noms tels que Vilain, Montagne, Malingre, Corbeil, Coq. Alors, c'était à mourir de rire quand parfois l'un d'eux terminait la litanie par pute ou croûte. Voyez-vous, là, c'est la rencontre de deux cultures. Dans le monde des prénoms, des noms gaulois, vous trouvez des Coq, Monsieur Coq Philippe. Et pour eux, c'était hilar. Montagne. Mais, voyez, c'était des moments de plaisanterie, de commérage. Mais vous savez que chez nous aussi, il y a des noms Moula, Voula, Combo. Mais ils ne se rendent pas compte que même chez eux, il y a ces mêmes connotations, voyez-vous. Alors, on est là, manifestement, devant deux mondes totalement différents, mais qui peuvent se rencontrer à travers certaines similarités culturelles, voyez-vous. Je prends uniquement les noms. Je peux aller peut-être à Oui, non, dans mon cas, ça, avant d'avancer, j'aimerais bien, je pense que ce récit que vous avez pris, c'est un récit qui nous dit fondamentalement des choses. Au niveau, n'est-ce pas, il faut dire, de la confrontation des deux cultures, la culture occidentale et la culture africaine. Parce que dans ce texte, vous présentez un blanc qui sera converti au Nzobi. Oui. Et je pense que c'est la partie la plus essentielle pour moi dans ce texte, parce que nous avons un blanc, n'est-ce pas, qui va être converti au Nzobi. Et il faut dire, c'est une grande curiosité dans cette société traditionnelle où d'aucuns vraiment ne pouvaient pas penser qu'un blanc pouvait aussi adhérer à ces choses de façon aussi facile qu'elles sont présentées dans cet ouvrage. Oui, parce que quand il perd son collier, ben dans la tradition de Nzobi, vous êtes voleur, ben vous devez tous aller. Alors, donc on rassemble tous les jeunes. On rassemble son agent de ménage, on rassemble tout le monde. Et ben on dit, bah, écoutez, si le collier est perdu, ça veut dire qu'il y a un voleur. Eh ben, la seule sanction, c'est qu'il faut aller au Nzobi. Eh ben, quand on part au rituel Nzobi, qu'est-ce qui se passe? Finalement, tous les enfants ou tous les suspects sont libérés, sauf lui. Eh ben, finalement, on dit non, 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 le collier, il n'est pas perdu. Mais le Nzobi, le rituel Nzobi, renvoie la culpabilité vers M. Leblanc, Van den Put. Voyez-vous? Donc là, manifestement, on est devant la collision des deux. Donc voilà un blanc, un Français qui restait 50 ans dans la contrée, il perd son collier, on arrête tous les jeunes, on dit c'est senteux, ces gens, les agents qui travaillent chez lui, et finalement, le collier n'est tout autre que, n'est retrouvé que dans les encablures, dans les recoins de chez lui. Donc là, nous sommes là, manifestement, encore une fois, l'illustration de deux cultures, de deux traditions. Le Nzobi qui lui pense que pour que... Et là, à contrario, on va dans la thèse et l'antithèse. La thèse qui consiste à dire non, la culture, les savoirs traditionnels ne sont pas du tout consistants. Mais non, là, le Nzobi prend le dessus. C'est le reflet de la vérité. Le Nzobi dit non, le collier doit être quelque part dans le recoin de chez M. Leblanc. Et quand on fouille, on regarde, eh ben, M. Leblanc va être converti totalement en Nzobi. Vous voyez, c'est le blanc qui devient adepte du Nzobi. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Mais ce n'est tout autre qu'une illustration. C'est pour montrer évidemment cette espèce le métissage qu'il y a, n'est-ce pas? C'est pour arriver l'hybridation, ce métissage que vous montrez, non seulement au niveau des cultures, mais également qui arrivera aussi sur le plan physique, n'est-ce pas? Où finalement ce blanc sera livré à une belle dame, il faut dire à une jeune femme de cette société. Et voilà, on aura les premiers métiers. C'est l'explication. Est-ce que c'est là une manière de présenter la genèse
des métis dans la contrée, il faut dire. Semble-t-il que dans le département dont je suis originaire, vous voyez, de la Lécoumou, de Sibiti jusqu'au fond là-bas, on trouve pas mal de jeunes métissés. Bon, ce n'est qu'un fait. Ce n'est qu'un fait, mais s'agit-il de quelque chose d'arrangé? Non, c'est une coïncidence, hélas. C'est une coïncidence, mais est-ce qu'on peut dire que ceci était quelque chose comment on dit, de préparé pour que cela traduise? Non, ce sont des faits observés qui nous permettent de dire que finalement, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, génétiquement, il y a des phénomènes d'hybridation. Culturellement, il y a aussi l'hybridation. Donc, c'est pour aller de la base, de notre base de ma formation de biopathologie, de dire que à partir de la physiologie humaine, il y a aussi la physiologie des cultures. Alors, après, une fois donc converti au Nzubi, vous dites ceci, ou le narrateur nous présente ceci. À l'arrivée au village, conduit sur les épaules de ses nouveaux compères, Monsieur Leblanc fut reçu en triomphe avec une clameur inédite. Tout le monde salua son courage exceptionnel. Les jeunes dames célibataires trépignaient autour de lui pour en faire une victime du soir. Quelle serait la première femme à enfanter la génération originelle de la lignée des hommes blancs de la contrée? La nuit était longue, les commérages avaient eu bon train dans les villages voisins. Quelques mois plus tard, M. Leblanc avait choisi de se marier avec l'une des jeunes filles du village qu'il avait jugée à son goût, et les premiers enfants métissés de la contrée étaient nés de cette union à la plus grande admiration de tous les villageois. C'est ainsi que, n'est-ce pas, vous clôturez ce texte sur M. Leblanc. Oui, c'est la chute finalement, la chute entre le mariage, le melting pot entre les cultures, qui est d'ailleurs défendu à travers les écrits. Nous ne sommes que des petits écrits. Moi, j'ai un petit opuscule de rien du tout. Mais c'est pour montrer cette espèce de mariage, cette espèce de culture hybride, culture mixée, pour montrer que d'abord, sur cette terre, il y a après des approches juridiques, il y a des approches littéraires, culturelles, scientifiques, qui montrent que finalement, entre un blanc et un noir, peut naître un métissé, un être, tout simplement. Alors, Donatien Mukasa, je vous repasse l'ouvrage pour nous conduire à un autre extrait, nous présenter un autre récit. Alors, je voulais prendre à la page 87 le vélomoteur Jakarta. Le conducteur de Jakarta, comme on aime les appeler, occupe une place sociale prestigieuse. Car à chaque course, le tarif varie en fonction de la distance. Malheureusement, c'est un nouveau cortège des tragédies qui vivent les habitants dans la contrée. Il ne passe pas un jour sans qu'on annonce les accidents mortels sur les voies publiques causés par ces Jakarta. Cette illustration de l'insertion de la modernité non maîtrisée. Jakarta, c'est ici, dans le village, c'est le symbole de la modernité, le symbole du blanc, le symbole de l'Occident. Mais il va y avoir des conséquences dramatiques. C'est que tous les jeunes n'ont pas encore maîtrisé, mais il va y avoir des séries d'accidents dans la contrée, causant des multiples morts, des jeunes qui meurent, parce que, la Jakarta, ce vélomoteur, qui est d'une construction dont le contrôle de la vitesse, la régulation de la vitesse, il faut la maîtriser. Donc là, nous sommes dans une insertion de la culture occidentale au sein du village, qui est le dépositaire de la culture traditionnelle. Et ces genres d'insertion, on peut en citer plusieurs. Donc c'est là où je parle de l'ordre, je parle de l'harmonie entre les deux civilisations, entre les deux savoirs. Faut-il faire des insertions? Donc quand vous voyez la conversion du monsieur Leblanc, les accidents au Jakarta, monsieur Leblanc, s'il avait su que dans ce village Vuka, le Njobi était dominant, qu'on ne disait pas à un jeune que tu avais volé alors qu'il n'avait pas volé, il s'est converti. Le jeune de Vuka
qui reçoit la Jakarta. C'est pas que la Jakarta est un vélo moteur très dangereux lorsqu'on ne sait pas le conduire. Ils sont en train de mourir. Vous voyez, donc, ça, ce sont le manque de contrôle, la maîtrise, la régulation de l'hybridation culturelle. Cette hybridation culturelle doit être maîtrisée. C'est la chute. Oui, il faut une hybridation, mais il faut que ça soit une hybridation maîtrisée, tant sur le plan du côté de l'Occident que du côté je veux dire africain, comme ça, mais des traditions, nos traditions africaines. Ceci nous montre suffisamment que ces textes, n'est-ce pas, traduisent cette difficulté de la marche vers la modernité. Et en tout cas, il faut dire que c'est des difficultés qui traversent tous les textes ici présentés, tous les textes ici réunis. Est-ce que dire c'est une grande préoccupation qui tient Donatien Mukasa? Oui, c'est une préoccupation parce que je pense que à travers ces récits, le message est double. D'abord, en tant que scientifique, j'ai essayé, bon gré mal gré, d'emprunter la plume pour pouvoir faire passer ce message. Et sur le plan culturel, pour que le lectorat sente que, ou comprenne que nous ne pouvons pas aller vers le développement si nous n'avons pas maîtrisé certains prérequis. Il faut des prérequis, tant sur le plan de la modernité que sur le plan traditionnel, pour pouvoir aller vers le développement. Le développement, ce n'est pas un assemblage, ce n'est pas une superposition des savoirs désordonnés, mais que tout ceci doit aller dans l'harmonie, ceci doit aller dans l'ordre, ceci doit aller dans la séquence. C'est la séquence qui est donc à l'origine d'un développement cohérent, en prenant d'un côté comme dans l'autre des éléments à la fois positifs et constructifs. Également, on voit là la préoccupation des médecins qui veut en arriver également à expliquer certains sentiments chez ces personnages à travers donc cette écriture. J'ai par exemple parcouru cette histoire de Mémé Kiri, n'est-ce pas, qui est marié à deux femmes, enfin qui est marié à deux hommes, ce qui fait, n'est-ce pas, une grande curiosité dans la contrée, mais également de nous expliquer que cette femme qui était très jalouse prenait des potions qui devaient atténuer ou qui devaient naturellement atténuer sa jalousie. N'est-ce pas que c'est quand même une grande curiosité. Est-ce que le Donatien Mukasa peut nous expliquer? Oui, ça fait partie des faits pour meubler positivement le côté culturel de nos traditions. Vous savez que la maladie chez nous a une double définition. D'ailleurs, la définition traditionnelle est dominante. On pense qu'on est malade lorsqu'on a été envoûté, lorsqu'on est victime de. Mais alors que l'Occident pense à ce qu'on appelle l'étiologie, c'est-à-dire la cause. C'est le lien de causalité. Et là, dans le cas d'espèce, c'est qu'il y a des potions. Et là, je donne les vertus positives de la pharmacopée traditionnelle. Nous ne devons pas... vous voyez, ça rejoint ce que nous avons dit précédemment. Pour dire que il existe chez nous des espèces qui ont des vertus médicinales qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut valoriser. Et pour faire juste une sorte de parenthèse, vous voyez, pour être en cohérence avec le personnage, c'est que nous, au niveau de la faculté des sciences de la santé du Congo, nous avons créé un parcours en master et en doctorat qui a pour domaine d'intervention la pharmacopée traditionnelle et la valorisation des plantes médicinales. Donc déjà, à travers ce témoignage de ce personnage, qui était hyper jalouse, au point d'aller chercher un autre mari ou un autre époux, alors qu'il avait son époux, et va chercher. Non, pour la guérir, on va lui donner des potions. De verser dans la polyandrie, en fait. De verser dans la polyandrie, c'est qui est d'ailleurs quelque chose d'extra. C'est extraordinaire, quand même. Elle a offensé
Et là, au fond, c'est les barrières traditionnelles. Mais j'emprunte, c'est ma mamie, hein. En vrai, elle s'appelait Kiri. Mais elle n'était pas polyandre. Mais c'était juste pour la faire vivre, en fait, quelque part. Mais elle les contestait, elle détestait cela. D'ailleurs, elle nous disait qu'elle a fait tous ses enfants, donc mes oncles, ma mère et tout ça, avec un seul mari. Bon, mais j'ai emprunté le nom comme ça, mais elle ne le fut pas. Mais juste pour dire qu'effectivement, là, dans le cas d'espèce, c'est une faute extrêmement grave. Une femme avoir deux maris, c'est pas possible. Mais elle a été traitée par ces potions-là, anti-jalousie. Je ne sais pas si ça existe, mais ça reste fictif. Hein. Mais, et en tant que médecin, quel regard? Je ne sais pas s'il est... Oui, doit avoir le professeur Ange-Antoine Abena, qui travaille beaucoup sur la valorisation des plantes médicinales, hein, avec un des jeunes étudiants, un de mes étudiants qui est d'ailleurs ici à Oyo, travaille sur les neuroleptiques. Les plantes ayant des effets antidépressifs, les neuroleptiques, les anxiolytiques. Alors, c'était certainement pour rigoler, juste pour faire un trait entre cette jalousie qui relèverait probablement du stress, ou relèverait de la rivalité envers et on lui donne une potion pour ça. Existe-t-il des espèces ayant des effets anti-jalousie dans nos comtés? Ça reste à démontrer. Voilà. Les terres de Mvouka, la difficile marche vers la modernité. Ouvrage donc, il faut dire roman, il est porté roman, mais je dirais récit publié aux éditions L'Harmattan Congo en 2013. Voilà, et là c'est une somme de récits que nous présente Donatien Moukassa dans cet ouvrage, et Donatien Moukassa est l'invité de l'émission Cultura aujourd'hui. Alors, dans la présentation que vous faites de Mvouka, où vous repartez carrefour des Kota, des Teke et autres ethnies que vous présentez, aujourd'hui, il faut dire, j'ai envie de croire que c'est un ouvrage qui a été commis juste après votre retour, n'est-ce pas, de la langue, il faut dire, de l'éclipse, n'est-ce pas, cette éclipse qui a été pour Donatien Moukassa, pour avoir séjourné un moment donc en France. Donc ce retour, n'est-ce pas, qui vous emmène dans votre contrée, il faut dire, dans les contrées des grands-parents, c'est certainement un regard que vous avez voulu partager là, une fois en confrontation avec cet univers totalement traditionnel. Alors, il y a eu vous avez parfaitement raison. Il y a eu un moment fort. Avant les terres de Mvouka, j'ai commis un autre qui s'appelle Enfant de Makavana, dont l'inspiration est tirée du déclin. Tous les Congolais connaissent bon, on l'appelle la ville, c'était une sorte de bourgade comme ça, de Makavana, dont la compagnie minière de Logoué, la Comilog, fut du bon temps. Hein. C'était un endroit qui faisait bon vivre. Hein. Moi, je suis né à Mont-Saint-Jean, grandi à Makavana. J'ai connu toute ma vie avec la Comilog. Et Mvouka en faisait partie. Donc de Montbello à Mbinda, il y avait Makavana, il y avait Boudianga, Mabafi, tout ça, et Makavana, et Mvouka, Mont-Saint-Jean, et jusqu'à Mbinda. Alors, effectivement, quand je reviens de mon éclipse, comme vous l'avez dit, d'Europe, je me rends compte que en 87, je crois, 86, c'est le déclin de Makavana. C'est le déclin de la Comilog. La Comilog a été un véritable, comment on dit, un booster. Tous les jeunes, vous savez, je peux citer comme ça, c'est pas un secret. Hein. Vous avez des cadres comme le ministre Mabiala, le DG du Kondi, les gens qui sont aujourd'hui dans la haute administration, qui sont des enfants de Makavana. Et nous n'avions pas, il n'y avait pas d'origine. On ne savait pas qui était qui. Ni Teke, Lari, Congo, machin, tout ça. Et de cette manière, quand je rentre,
je constate que Makavana vient à un déclin jusqu'aujourd'hui. Je voulais ici, à l'occasion, dire au ministre Mabiala merci parce qu'il a essayé de résister et de créer une ambiance, une bonne ambiance à Makavana. Et donc, de Makavana, vous avez des villes, dont Vuka. Et donc, Vuka, et vous voyez, au niveau de la page de couverture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une illustration pour montrer qu'il y avait des pancartes, il y avait tout, il y avait des signalisations, des machins. Et là, il y a une forêt, une brousse, qui viennent pour effacer la pancarte Vuka. Donc on est là dans le déclin, ce déclin qui est à la fois social et économique. Parce que tous les enfants de cette contrée avaient bénéficié de la présence de cette compagnie. Et donc quand j'arrive, l'enfant de Makavana, ça a été pour moi un auto-exorcisme. C'est pour moi de traduire, moi, d'exorciser ma souffrance morale, l'enfant de Makavana. Et s'en est suivi, à Vuka, le village de mes parents et mon village à moi également, pour dire que cette souffrance morale qui nous a étreints, il fallait la traduire, il fallait l'exorciser à travers ces deux récits, ces deux compilations de récits pour qu'effectivement je me fasse un deuil. Alors, Donatien Mukasa, donc auteur de L'éther de Vuka, la difficile marche vers la modernité, cet exercice à l'écriture, cet exercice, n'est-ce pas, à la fiction, est-ce un passe-temps pour Donatien Mukasa? Est-ce une conviction, n'est-ce pas, d'aller vers ce mode d'expression? Alors, que représente l'écriture pour Donatien Mukasa? Alors, je vais vous surprendre. J'ai un diplôme en rédaction médicale et scientifique. J'ai un code de rédaction qui est tiré beaucoup plus du modèle scientifique, du modèle médical. Je suis allé à la littérature africaine, moderne ou classique. C'est à partir de la lecture. Je suis un fervent de la lecture, je lis beaucoup. J'ai lu pas mal de... J'aime bien la littérature congolaise, hein. Je lis pas mal d'ouvrages, j'ai une bibliothèque assez fournie à ce sujet et je ne pouvais pas m'en passer. Aujourd'hui, ce n'est pas un passe-temps. Pendant mes moments perdus, je me consacrerai à la littérature parce que je pense que c'est un mode d'expression très intéressant pour, d'une part, exprimer, traduire ses émotions, traduire ses inspirations, mais surtout également d'avoir une lecture de la société, de partager son point de vue de ce qui se passe autour de nous. Et je pense que la littérature, c'est un mode d'expression. D'ailleurs, tous ceux qui écrivent disent il n'y a rien de plus beau que le livre. Merci en tout cas, Donatien Mukasa. Nous sommes là au terme de notre entretien. Chers amis culturels, nous vous disons merci. L'éther de Vuka, la difficile marche vers la modernité. C'était là donc un ouvrage de Donatien Mukasa que nous recevons sur ce plateau, ici, n'est-ce pas, à l'hôpital général d'Oyo. Et merci en tout cas pour cette disponibilité. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci.